Voilà, mais en première partie, comme tu l'as déjà si bien annoncé, Enis, on reçoit Madame Sihem Bensedrine, la présidente de l'instance Dignité et Vérité, IVD comme on l'appelle, Exactement. et comme aimeraient bien l'appeler certains. Et une première question qui se pose, Madame Sihem Bensedrine, quel est le bilan d'une année de travail de l'instance, puisque l'instance vient de fêter sa première année? Alors, permettez-moi tout d'abord de préciser que l'anniversaire, en fait, c'est le 9 juin, c'est le jour de notre investiture. Et c'est vrai que, si vous voulez, sur le plan purement légal, c'est le 28 mai. Oui. Mais le jour de notre investiture, c'est le 9 juin. Et ce sera justement un moment important pour nous. Oui. Il y aura une conférence nationale pour s'interroger quelle justice transitionnelle veulent les Tunisiens. Oui. Donc voilà, nous aimerions que vous soyez associés à cet événement. On y sera certainement. Alors, vous venez de me poser une question, quel bilan? Vous savez, l'instance Vérité Dignité est encadrée par une loi qui est extrêmement précise sur ce qu'elle doit accomplir, les indicateurs, les objectifs et tout cela. Et nous avons tout bêtement réalisé les objectifs définis par la loi qui sont la mise en place d'un règlement intérieur, la mise en place d'une administration, la promulgation d'un manuel de procédure sur toutes nos procédures, la mise en place d'une base de données, la promulgation d'un plan stratégique, l'élaboration et la publication d'un plan d'action. Le plan stratégique, c'est pour toute la durée de notre mandat, c'est-à-dire 4 ans, et le plan d'action, c'est sur 1 an. Et bien sûr, chaque année, le plan d'action annuel est redéfini. Elle a également publié un plan média sur sa stratégie médiatique, si vous voulez. Et elle a mis en place les 6 commissions prévues par la loi. Je ne sais pas si vous voulez que j'entre dans les détails ou pas. Oui, on va essayer au fur et à mesure du débat de revenir sur ces commissions-là. Justement, vous avez eu également le privilège d'être auditionné à l'ARP, l'Assemblée des représentants du peuple, le vendredi dernier. Et la séance, paraît-il, a été un peu houleuse, selon certains témoignages. Qu'est-ce que vous avez dit à l'ARP? Qu'est-ce que vous avez dit aux députés? Est-ce que vous les avez rassurés sur la suite? Quel est aussi votre plan de travail et la feuille de route, Madame Bensedrine, pour la suite? Bien. Permettez-moi, Anis, d'abord de dire qu'elle n'a pas été houleuse du tout. Et nous allons publier sur notre site web. Oui, malheureusement, vous savez, en Tunisie, on a un nouveau sport national qui est une rumeur qui devient virale et qui devient une vérité alors qu'elle est absolument contraire à ce qui s'est passé. Nous avons publié des petites séquences de cette audition. Mais aujourd'hui, puisque vous me dites que ça a été houleux, nous allons publier l'ensemble de cette audition et vous allez voir qu'elle n'a pas été houleuse du tout. Ça, il y a eu, bien entendu, de la part des parlementaires, des questions tout à fait légitimes qui ont été posées. D'ailleurs, les 3/4 du temps, c'était les questions des députés. Et le quart restant, c'était pour la réponse de l'IVD. Et à la fin, au contraire, nous avions été félicités pour notre travail parce par que... Qui par ceux qui étaient encore là, parce que malheureusement... Toutes tendances confondues, toutes tendances partisanes confondues. Oui. Mais simplement, la chose que j'aurais à déplorer, c'est que certains députés sont venus au début, ils ont posé 1 ou 2 questions, ils sont partis. Donc, ils n'ont pas attendu les réponses. Et du coup, ils sont restés sur leurs propres questions, probablement qu'ils avaient... probablement un préjugé sur une réponse qui aurait pu être donnée et que moi, je les invite à lire, à écouter le podcast que nous allons publier. Comme ça, s'ils ont raté une séquence, qu'ils sachent exactement ce que nous avons dit et ils sauront qu'il n'y a pas eu, au contraire, de séance houleuse du tout. Au contraire, c'était un échange assez serein
et un échange constructif. Bien entendu, les députés nous ont reproché, si vous voulez, un manque de communication avec eux. Nous aussi, nous l'avons déploré parce que nous avons demandé ce genre de contact avec l'ARP depuis longtemps. On l'a formulé très clairement au président du Parlement à plusieurs reprises et nous étions heureux d'avoir été les premiers à être auditionnés une fois que cette commission en charge de la justice transienne soit mise en place. Ce n'est pas le travail de Kamel Jandoubi? Non, je ne pense pas du tout. Parce que c'est lui qui est en relation avec les instances constitutionnelles. Oui, c'est son mandat, mais laissez-moi vous expliquer une chose. L'IVD est une instance indépendante de tous les pouvoirs exécutifs et elle n'a de compte à rendre qu'au pouvoir législatif. La seule instance habilitée à nous demander des comptes, c'est le Parlement, c'est l'ARP. Donc, on n'est ni sous tutelle, ni... Non, je parle en matière de communication, Madame Sedrine. Oui. C'est en matière de communication surtout. Oui. Bon, la communication, c'est pour tout le monde. Nous la devons même aux citoyens tunisiens ordinaires. C'est effectivement un point de déficit, mais nous avons aussi expliqué que ce n'est pas que par la volonté de l'IVD, c'était aussi par le fait des médias qui prennent ce qu'ils veulent prendre. Quand nous faisons une conférence de presse, ils viennent couvrir, il ne passe rien parfois. Donc c'est aussi quelque chose qui est un petit malentendu avec certains médias, mais nous sommes en train de travailler à élaborer de meilleures relations pour avoir une meilleure communication. Justement, par rapport à la communication, vous parlez des médias qui ne passent pas forcément ce qui se passe au sein de l'IVD. Il y a un chiffre qui est sorti, je ne sais comment, je ne sais pas, vous allez le confirmer, vous allez l'infirmer. On dit que vous avez demandé, outre les 10 millions de dinars que vous avez reçus pour l'exercice 2015, je parle donc, je rapporte un discours, donc que vous avez demandé 19 millions de dinars supplémentaires. Est-ce que c'est vrai? Alors, laissez-moi expliquer tout cela. Tout d'abord, durant cette audition, on n'a rien demandé parce que la commission n'est pas habilitée à connaître du budget. Ce n'est pas la commission budgétaire. Donc, nous savons à qui nous adressons quand nous avons besoin d'un complément de budget. Et nous l'avons fait avant. Parce que, en 2014, nous avons soumis au ministère des Finances notre budget 2015. Et ils ont dit qu'il est arrivé un peu tard. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, lorsque le budget 2015 a été examiné par le nouveau Parlement, l'ARP, en décembre 2014, le budget présenté par l'IVD était absent. Et le ministère des Finances a donné une enveloppe comme ça, qu'il a estimée, sans se baser sur quoi que ce soit, qui était de 10 millions de dinars. Vous avez demandé combien? 39. 39, d'accord. Pardon, 29, je rectifie, 29. Et nous avons pris contact avec la commission du budget du Parlement à l'époque, qui est le nouveau Parlement, c'est après les élections. Et ils nous ont dit que c'est une erreur. Ils ont d'ailleurs auditionné le ministre des Finances à l'époque en leur disant pourquoi le budget présenté par l'IVD n'a pas été présenté à l'Assemblée. Et il a été présenté un chiffre. Un chiffre, c'est pas un budget. Vous savez, quand on parle de budget, on parle de ligne de budget, de justification, d'argumentaire. La ventilation aussi. Absolument. Donc, tout est ventilé, tout est fait selon les normes. Et ce budget-là, ventilé et étayé, n'a pas été présenté au Parlement. Et à l'époque, l'ancien ministre des Finances a dit on l'a reçu trop tard. Bon, le trop tard, c'était le 21 octobre. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que en fin décembre, c'est encore trop tard. Bon, c'est une autre histoire, on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est trop tard parce qu'il semblerait qu'en matière de procédure des finances publiques, tout est décidé au plus tard pour les dépenses, donc fin août. Après fin août... Fin mai. La discussion se fait donc jusqu'à fin août. Après, donc le ministère commence à petit à petit, voilà. Oui. Monsieur Anis, ils nous ont dit en fin mai vous présentez votre budget. En fin mai, nous n'étions pas nés, Monsieur Anis, et donc l'argument du ministère n'était pas valable parce qu'ils nous ont envoyé un courrier en octobre et ils nous ont dit
vous donner, c'était 2 jours avant le 15 octobre, ils nous ont dit, le 15, c'est votre dernier délai pour présenter votre budget 2015. Et nous avons répondu, le 15, c'est un jour férié, mesdames et messieurs, et que par conséquent, il est souhaitable d'avoir une autre date. Ils nous ont donné le 21 octobre. D'accord. Et nous avons soumis le 21 octobre, et la décharge est là. Vous savez, ce qui est bien avec l'administration, c'est qu'il y a des décharges. La décharge est là, le 21 octobre, le document était chez eux. Donc, bon, peu importe cet argument. Je continue parce que le plus important n'est pas là. Par rapport aux 19 millions, oui. Donc, la commission du budget sait que le budget IVD n'a pas été présenté. Et c'est que le ministère a dit le budget complémentaire va être présenté dans l'examen du budget complémentaire de l'État. Et celui censé être fait donc en été 2015. Absolument, oui. Absolument. Et nous avons également pris contact avec le président du Parlement, M. Nasser, qui a eu entre les mains notre budget complet tel qu'il a été présenté dans les délais impartis. Et il nous a dit, il n'y a aucun problème, au budget complémentaire, vous allez avoir la suite parce que il y a des morceaux entiers de notre budget qui n'ont pas été attribués, comme le budget pour les bureaux régionaux, comme le budget pour la communication, on nous reproche un manque de communication, et le budget comme on n'avait pas, comme le budget également pour les équipements, parce que nous sommes vous savez, une administration naissante. Donc, on doit avoir pas seulement un budget de fonctionnement, mais un budget de développement. C'est-à-dire, il y a des bureaux à créer, des locaux à créer, des équipements à acheter, etc. Donc maintenant, vous avez épuisé les 10 millions de dinars, ou s'ils sont sur le point d'être épuisés, c'est ça? Non, ils ne sont pas épuisés, mais ils sont affectés au fonctionnement. Donc, tout ce qui est développement, on ne l'a pas encore. Et nous avons, d'ailleurs, il y a un autre budget qui est important que nous n'avons pas eu, mais ils ont dit d'accord. Ils n'ont jamais refusé de nous le donner. Simplement, ils ont dit ce sera fait avec le budget complémentaire. C'est le budget concernant l'aide d'urgence aux victimes. Vous savez qu'il y a des victimes qui arrivent à l'IVD, qui sont dans un état de précarité totale et qui ont besoin d'être appuyées, soutenues, en attendant que les décisions de réparation soient finalement prises. Et il se peut que dans ce délai-là, nous perdions ces victimes, et c'est déjà arrivé, des victimes qui sont mortes dans des situations d'extrême précarité, alors qu'on aurait pu au moins intervenir pour les sauver. Donc là, c'est quelque chose de dramatique, mais encore une fois, cette demande a été adressée à qui de droit, donc à la commission budget et au président du Parlement. À l'audition, on n'a même pas parlé de ça. D'accord. Oui. D'ailleurs, pour rester dans le régime financier, est-ce que vous pouvez nous répondre sur la question, quel est le régime financier prévu par la loi pour gérer les comptes de l'instance? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes soumis à la comptabilité publique, au contrôle de l'État? Nous ne sommes pas soumis à la comptabilité publique, et c'est écrit dans les textes. Par contre, nous sommes soumis à un contrôle, bien sûr, de l'État, de la Cour des comptes. Nous sommes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Nous l'avons déjà désigné. Il a déjà examiné nos comptes pour l'année 2014. Il les a déjà approuvés. Nous avons l'approbation. Et la semaine qui vient, on l'a. Et la semaine qui vient, nous allons les déposer aussi bien à l'ARP qu'au gouvernement. Donc nos comptes sont tout à fait sains, vous n'avez rien à vous reprocher en matière de transparence financière. D'accord. Voilà. Autre chose, Madame Bensedrine, par rapport donc à un sujet, on a l'impression que l'IVD actuellement se résume au traitement du dossier des hommes d'affaires. On a oublié tout le reste. On a oublié toutes les autres victimes. Il n'y a que les hommes d'affaires, le dossier des hommes d'affaires, qui semble sur les devants de la scène, aussi bien médiatiquement qu'au niveau donc des déclarations des officiels, que ce soit vous-même à l'instance ou donc ceux qui estiment vouloir faire donc une initiative parlementaire donc pour la réconciliation. Je vous rassure, Anis, on ne s'occupe pas que des hommes d'affaires, on s'occupe de tous les dossiers qui sont sous notre mandat. Et je peux même vous dire que dans le travail de l'IVD, la question des hommes d'affaires, c'est une partie extrêmement infime de notre mandat. Tout le reste de notre mandat, c'est d'examiner les violations de droits humains, les violations massives de droits humains, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, etc., les violations de droits humains ordinaires et les violations économiques et sociales dont sont victimes des simples citoyens. Vous savez,
c'est les médias qui décident que c'est tel sujet qui est à l'ordre du jour et qu'ils vous posent des questions dessus, vous êtes obligé de répondre. Je ne vais pas leur dire non, je ne vous réponds pas sur l'arbitrage et les hommes d'affaires parce que moi, le gros de mon travail, c'est les victimes de violations de droits humains. Vous savez, rien que ce samedi et ce dimanche, nous étions tous un peu dans les régions. Moi, j'étais à Bizerte. C'était une réunion avec les victimes où nous avons débattu des modalités pour l'écoute. Vous savez que nous avons décidé, entre autres, non seulement d'ouvrir des bureaux régionaux, mais de mettre des unités mobiles pour aller vers les victimes. D'abord pour accéder à certaines victimes qui ont des difficultés à venir, surtout les femmes. Nous avons des difficultés à y accéder parce que les femmes sont réticentes à s'exprimer, à témoigner des violations qu'elles ont subies. Donc on a mis en place ces procédures d'unité mobile. D'une part, ça nous permet, en attendant d'avoir le reliquat de notre budget qui est accordé. Encore une fois, il est accordé, il faut juste qu'il soit approuvé par le Parlement. Et le Parlement, ils sont d'accord pour... les 19 millions, donc. Les 19, oui, ils sont tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pour ça. J'étais surprise de voir que ça faisait problème pour certaines personnes. Et donc... c'est-à-dire que vous allez les recevoir, c'est une question de temps, finalement, et d'approbation donc législative. Absolument, et même les parlementaires sont d'accord pour que cette... Toutes tendances confondues. Oui, mais on a discuté avec... effectivement, à mon avis, ça ne posera pas de problème. Je reviens donc sur ces victimes. Ces unités mobiles nous permettent d'avoir des frais moins lourds, parce que ça coûte moins cher d'avoir une voiture équipée qui va se déplacer que d'avoir un bureau fixe, etc. D'autant que il nous reste pratiquement la moitié de l'année seulement pour couvrir tout le territoire. Vous savez, Anis et Madame Rafef, que nous avons un délai qui s'achève le 14 décembre 2015 pour recevoir les requêtes des victimes. Et si nous n'atteignons pas les victimes d'ici là, nous considérons que nous sommes en échec et nous avons mis en place un certain nombre de mesures qui font partie de notre plan d'action 2014 et qui sont inclus dans notre plan stratégique. C'est de mettre à contribution les associations de la société civile, surtout locales, pour accompagner l'IVD comme, si vous voulez, comme des éclaireurs. C'est-à-dire qu'on a demandé au PNUD, qui est notre partenaire dans tout ce processus, de financer ces ONG. Technique aussi. Oui, absolument. De financer ces ONG pour nous aider à repérer les victimes dont on n'aurait pas entendu parler et de nous les signaler pour que nous, on envoie des unités mobiles vers ces victimes dont on ne connaît pas l'existence a priori. Madame Cédrine, jusqu'à aujourd'hui, combien avez-vous reçu de dossiers? Nous avons dépassé les 12 000 et quelques. Plus que 12 000. Le dépouillement commence au fur et à mesure? Nous avons commencé le premier dépouillement que nous appelons le tri. Le tri qui consiste à vérifier si toutes les plaintes que nous avons reçues relèvent de notre mandat. Donc nous avons découvert que moins de 4% ne relèvent pas de notre mandat. Et nous allons faire de la réorientation pour ces dossiers-là. Et le reste relève de notre mandat. Nous avons commencé la formation de ce que nous appelons, nous, les écoutants. Ce sont des fonctionnaires spécialisés dans l'écoute des victimes et qui donc reçoivent une formation spécifique, qui sont soit des psychologues, soit des sociologues, parfois même des juristes, mais qui ont une capacité d'auditionner en privé les victimes. Nous commençons dès la semaine prochaine l'audition des victimes, des premières victimes. Donc on est passé à l'étape audition, pas simplement réception des requêtes. Et ces auditions-là, bien entendu, toutes elles sont enregistrées dans notre base de données. Donc il y aura un volet statement taking, c'est-à-dire il y a un formulaire, un questionnaire où il y a plus de 150 questions pour encadrer et pour mesurer la violation. Il y a un volet récit libre de la victime, on commencera par ça, pour laisser la victime s'exprimer. Voilà. Sur les 12 000, combien avez-vous trié de dossiers? Le tri, vous parlez de tri. Je parle du tri. Ils sont tous triés. Les 12 000 ont été triés et certains donc vont commencer à être auditionnés. Absolument. Et quand on dit trier aussi, c'est aussi les qualifications. Parce que nous avons plusieurs types de violations. Violations massives, violations droits économiques et sociaux, violations de communautés. Ce n'est pas simplement des individus, des communautés dont les droits ont été violés, et violations aussi de droits
humain ordinaire. Donc les qualifications, ça y est, la répartition, maintenant il s'agit d'aller au fond des dossiers individuels. Et là, ça passe par l'audition privée. Après cela, c'est l'investigation du dossier qui va être faite par des investigateurs. Hier, nous étions en réunion avec l'instance du judiciaire, avec les magistrats, pour nous aider à recruter certains magistrats investigateurs qui vont être au sein de l'IVD. Je ne parle pas des chambres spécialisées, pour nous aider à instruire un certain nombre de dossiers. Il paraît qu'il y a un manque par rapport aux juges judiciaires. Oui, ils sont en manque, mais on a trouvé des solutions. On va peut-être prendre un peu de retraités, on va prendre... Bon, on a une autre fois, on consacrera une séance sur ça, madame. Sur cette question. Voilà, je ne peux pas... Je dois profiter... Et il y aura les auditions publiques. Les auditions publiques aussi. Et on va vous y inviter, et ce sera assez proche, parce que dès le premier lot d'auditions privées, nous allons repérer les auditions qui vont donner lieu à des auditions publiques et vous serez tous invités. Qui vont se faire où Alors nous avons une sorte d'auditorium que nous sommes en train d'équiper actuellement. Cet auditorium sera le lieu où se passeront solennellement ces auditions publiques. Et vous êtes tous invités, les médias, parce que c'est un événement qui concerne les médias. On y viendra sûrement. Une autre question, Madame Bessedrine, je profite de votre présence. Toujours cette question de l'initiative législative proposée par Nidetoun sur donc la justice transitionnelle. Ça a été confirmé par le président de la République récemment dans un débat télévisé avec des collègues. Ça a été aussi confirmé par certains dirigeants de Nidetoun également. On ne sait pas encore, Afef, la teneur de cette initiative-là, mais pour vous, ne s'agit-il pas d'un hold-up sur votre compétence? On ne parlera pas de hold-up, parce que vous savez, notre compétence, personne ne peut nous l'enlever tant que la loi est là. Personne n'est en droit légitimement de nous l'enlever. Nous allons travailler, continuer à travailler. Mais nous souhaitons travailler en cohérence avec les autres instances de l'État et pas en conflit, parce que, vous savez, nous faisons tous partie de cet État. Et l'État est un. Et il est mauvais pour l'image de l'État d'être dans une situation d'incohérence. Donc nous avons dit clairement au pouvoir public, quand nous avons rencontré le Premier ministre, quand nous avons rencontré aussi les différents partenaires ministres, nous leur avons dit, nous souhaitons travailler en cohérence avec vous, nous avons un mandat, nous sommes là pour l'appliquer, c'est d'abord un devoir constitutionnel d'appliquer cela, et c'est une demande populaire. Nous sommes là pour l'appliquer. Jusque-là, nous ne connaissons pas, comme vous l'avez dit, la teneur de ce projet. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle va arriver à terme, parce que tous les partenaires, y compris les représentants des hommes d'affaires, nous étions avant-hier avec l'exécutif de l'UTICA, et eux-mêmes ont été surpris de découvrir que la loi sur la justice transitionnelle renferme suffisamment de dispositifs pour répondre à leurs demandes, et qu'il n'y avait pas lieu de créer un autre dispositif. Ceci dit, nous sommes prêts à discuter. Nous souhaiterions être associés si une telle initiative devait avoir lieu. Nous souhaiterions en prendre connaissance, et nous réagirons en fonction de ce qu'on aura sous les yeux. Pour l'instant, madame, on n'a encore rien sous les yeux, c'est que des paroles. En attendant, nous, on fait notre travail, nous continuons le travail d'audition des victimes, nous continuons notre travail d'examen des dossiers, et nous sommes en train de faire notre travail. Si d'autres souhaitent faire quelque chose à côté, qu'ils le fassent, c'est pas à nous de dire oui ou non. Justement, Madame Bessedrine, j'extrapole un peu par rapport, vous savez, vous êtes en pleine politique, je dirais, dans la scène politique. J'extrapole un peu, j'essaie un peu de voir ce qui peut se passer. Imaginons demain que la majorité à l'Assemblée des représentants du peuple ne vote pas les 19 millions de dinars, ne vote pas le budget de l'instance. À mon avis, ils prennent de sérieux risques avec la loi, ils prennent de sérieux risques avec la Constitution, parce que, vous savez, le vote d'un budget, c'est pas arbitraire. Un budget, c'est toujours étayé, expliqué pour des objectifs qui sont dans la loi. Donc, si le Parlement prend ce risque de empêcher l'exécution d'une loi, c'est un risque dont il prendra la responsabilité. Ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, ce n'est pas une question d'argent. L'argent ne manque pas.
et nous avons eu des contacts avec des partenaires étrangers qui pensent que la justice transitionnelle est la clé de voûte de la réussite de la transition politique. Est-ce que ça peut ternir l'image de la Tunisie si jamais on coupe les fonds pour l'IVD? Absolument. Non seulement ça ternit l'image, mais ça touche à sa crédibilité, ça touche à ses engagements constitutionnels. Et encore une fois, quel est l'argument qu'ils peuvent venir? On n'a pas d'argent. Il y a de l'argent. Le fonds de la dignité doit être alimenté par des fonds tunisiens, des fonds souverains. De nombreux partenaires étrangers ont dit nous sommes prêts à l'alimenter. Est-ce que vous l'avez évalué, Madame Bensedrine, ce fonds-là? Nous sommes en train de préparer une sorte de loi qui doit être promulguée par le Parlement, c'est pas nous, mais nous avons préparé un projet que nous avons soumis au Premier ministère qui consiste justement à définir si vous voulez... Une fourchette? Vous n'avez pas une fourchette? Vous ne pouvez pas vous prononcer sur une fourchette par rapport à ce fonds-là? Non, c'est pas à nous de prendre cette décision-là. Nous, la loi nous donne mandat de définir le cadre, de définir les critères, le barème, c'est tout ce qu'on a le droit de dire. Mais je peux vous dire une chose, ce ne sera pas ruineux pour les Tunisiens, ce sera même beaucoup moins cher, et c'est pas peu payé. En l'absence d'un chiffre, c'est relatif. Pour la paix sociale et la paix tout court, la paix pour les Tunisiens. Encore une fois, les étrangers sont prêts à mettre la main, mais nous refusons que les étrangers mettent la main à la poche avant que la Tunisie souveraine décide d'alimenter ce fonds. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de décision politique. Il faut que l'exécutif sache et décide d'exécuter une loi constitutionnelle. Il faut qu'ils le fassent parce que ce n'est pas un choix, ce n'est pas selon leur volonté, c'est un engagement auquel ils ont souscrit et il faut être crédible. Merci beaucoup, Madame Bensedrine. Merci pour ces éclaircissements.